Léopold, bonjour. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir et de m'avoir contacté pour effectivement parler de ce qui m'est arrivé. Alors, je suis reporter depuis plusieurs années. J'ai commencé par la photo dans les années 80 sur les manifestations des étudiants. Et petit à petit, bon, ben, c'est d'une passion. Et la photo, j'ai laissé tomber dans le milieu des années 2000 pour passer à la vidéo. Et j'ai voyagé dans les quatre coins du monde, voilà, donc entre l'Afrique noire, le Liban, la Syrie, voilà. J'ai raté l'Ukraine, faute de, faute de finances. Et voilà, donc les gens me connaissent depuis maintenant pas mal de temps sur le terrain, que ce soit les manifestants ou les policiers. On s'est beaucoup croisé sur les manifestations des Gilets jaunes, d'ailleurs. Oui, exactement, oui. Hmm. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui me connaissaient à l'époque sur la loi travail, sur la manif pour tous. Voilà, donc, et les Gilets jaunes me connaissaient très bien depuis 2019 parce que j'étais un des premiers reporters à les suivre le 17 novembre à 5h30 du matin. Et alors, donc, tu donc, couvres les manifestations et différents événements avec ton matériel, etc. Mais tu es indépendant, donc Je suis indépendant. Je suis totalement indépendant. comment tu fonctionnes exactement Alors, économiquement? aujourd'hui, je fonctionne par quelques dons qui sont très faibles. Sinon, avant le Covid, je revendais mes reportages aux chaînes de télévision, donc toutes les chaînes françaises ou étrangères. Et là, depuis effectivement les reportages sur le Covid, où j'ai fait des interviews de soignants, de personnes qui étaient touchées par l'injection expérimentale. Beaucoup de médias ne voulaient pas acheter mes reportages et certains disaient que j'étais complotiste. Donc voilà. Donc, Certains disaient même complotiste, dit effectivement extrême droite fasciste, fasciste, antisémite et compagnie. d'accord. Et donc, là, dernièrement, tu as couvert les manifestations sur les retraites Oui. et tu t'es fait agresser. Lynché. Lynché, Lynché. oui, parce Ouais. qu'agresser, encore trop Alors au faible. départ, je pensais que c'était une agression, mais après, beaucoup de gens m'ont dit que c'était un lynchage parce qu'ils étaient 20. D'accord. 20 contre une personne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça s'est passé? Alors c'était le 19 janvier, comme tu as dit, manifestation sur les retraites. À la fin de la manifestation, place de la Nation, vers 18h30, 19h, il faisait nuit. Et je retrouve des amis, les Gilets jaunes. Il y avait des antifas Gilets jaunes qui me connaissent depuis le début du mouvement de Gilets jaunes. Des antifas que je salue, parce que ces antifas Gilets jaunes que je connais, ils connaissent mon travail. Ils savent que les vidéos que je réalise sur le terrain, il n'y a pas de commentaires, c'est des images brutes. Donc il n'y a pas de parti pris. Hmm. Donc j'ai discuté avec eux et à ce moment-là, il y a trois jeunes filles, très jeunes, 16-17 ans, qui me coupent la parole et qui commencent à m'invectiver en me disant si je ne suis pas ce fameux journaliste fasciste, raciste, voilà, tous les noms d'oiseaux. J'étais un petit peu surpris. Je lui ai demandé de répéter effectivement sa question et elle insiste bien si je suis bien Léopold, ce journaliste fasciste, raciste. Et je lui pose la question, je dis mais tu es qui? Vous êtes qui pour ainsi me parler de cette façon? Et elle me répond, ici c'est la manif des retraités, tu n'as rien à faire là, tu n'es pas concerné. Manifestation des retraités. Et je lui réponds, écoute, je vais avoir 59 ans. Je suis grand-père de deux petits-fils. Je suis plus concerné que toi, qui a l'air d'avoir 16-17 ans et voilà. Hmm. Et elle me répond, oui, mais t'es un raciste, donc tu sors. Et là, je lui réponds, raciste, mais tu as des preuves? Elle me regarde, et là, je rebondis en lui disant, il y a un journaliste qui s'appelle Tara Bouaf, que tout le monde connaît, qui lui a été condamné pour racisme, qui est proche des antifas. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu vas aussi l'invectiver et le dégager des manifs? Et là, elle me répond, non, mais lui, c'est pas pareil. Et faute d'argument, elle essaye de me mettre un coup de poing à la figure. Ah oui. Ouais. Hmm. Par chance, je l'évite.
Sauf que j'avais pas vu qu'entre-temps, il y avait des individus en noir qui sont arrivés de tous côtés. Même les gilets jaunes qui à côté, ils ont pas vu. Et j'ai reçu un premier coup de poing d'un individu sur ma droite et je lui ai un gros coquard à l'œil. Ça m'a un peu sonné. Là, je tremble encore un peu quand j'en parle, parce que c'est quand même assez violent comme agression, comme lynchage, si l'on peut dire. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de protéger mon matériel. C'est mon gagne-pain. Donc j'ai pris ma caméra que j'ai blottée contre ma poitrine et je me suis agenouillé au sol en mode fœtal pour protéger ma caméra. Par chance, j'avais gardé mon casque parce que la manifestation avait été quand même assez violente entre les lacrymos et les chargés policiers. Donc j'avais gardé mon casque, donc à genoux en mode fœtal, ma caméra sur la poitrine, eh bien ils en ont profité pour me donner des coups de pied. Mais uniquement à la tête. Pourquoi la tête? Parce qu'en fin de compte, aux urgences, les médecins m'ont ausculté, ils ont vu que j'avais aucune trace de coup, que ce soit sur les membres inférieurs, supérieurs, sur les bras, sur le torse, rien. Il n'y a que la tête qui a été prise. Et donc, au bout de plusieurs coups, de pied à la tête, droite, gauche, je sentais mon casque vaciller, et je me suis dit, si je perds mon casque, c'est mort. Ils vont me tuer. Donc j'ai eu le réflexe de prendre mes mains et de tenir mon casque. Et en tenant mon casque, ils m'ont fracturé les doigts. Ça a été très long. J'avais les yeux fermés. J'entendais les gilets jaunes qui disaient « Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là ?» Léopold est un journaliste. Il suit les gilets jaunes depuis 2018. Vous n'avez rien à faire là, tout. Des gilets jaunes m'ont défendu. Il y a des jeunes qui ont pris des coups. Fred a pris des coups. Steve a pris des coups. Et une semaine plus tard, j'ai rencontré des gilets jaunes Antifa, un Antillais qui m'a dit qu'il avait pris ma défense. Et ces autres Antifa qui sont, à fin de compte, j'ai oublié de dire, ce sont la jeune garde. La jeune garde Antifa. Ils ont traité cet Antifa de raciste. C'est bien ça, la jeune garde qui insulte à notre Antifa antillais, qui est quand même de couleur, de raciste, de fasciste même. Oui, bien sûr, oui. Donc il y a complètement... bon, enfin bref, je ne sais pas comment... c'est n'importe quoi en fait. Voilà. Et donc... donc là, tu te fais taper à la tête pendant plusieurs minutes. Ah oui, c'était à droite, à gauche, en même temps. C'est comme un match de football, de penalty. Je sentais... voilà, donc un coup à droite et puis un coup à gauche, puis des fois c'était les deux en même temps. Alors j'avais les yeux fermés pour essayer de me mettre dans notre monde, même si j'entendais à côté des cris. Et dès que je recevais un coup, j'avais comme un flash vous voyez, comme un flash dans l'esprit, et je savais que je recevais des coups. Et ça a duré pas mal de temps. Et tu es tombé? Tu étais allongé au sol? Non, j'étais à genoux. En mode fœtal, en train de protéger ma caméra contre la poitrine, j'étais comme ça, et voilà. Donc j'avais la tête qui était pratiquement hors du corps, donc eux, ils n'avaient plus qu'à shooter, voilà. Et donc, au bout de plusieurs minutes, j'ai senti deux personnes, j'étais presque dans les vapes, je ne savais plus où j'étais, et j'ai senti deux personnes me soulever, et en fin de compte, j'ai eu le ciel à ce moment-là. Et j'ai pu respirer. Et ces deux personnes m'ont dit « Nous sommes de la police nationale. Tu viens te faire lyncher par des antifas. Donc on va te sortir de là. » Et ils m'ont sorti effectivement de la place de la Nation. On a dû faire entre 50 et 100 mètres pour me mettre derrière le barrage de la gendarmerie mobile. Donc je reprécise, c'était en fin de manifestation, il était aux alentours de 19h, c'est ça? Ouais, 18h30, 19h. Il faisait nuit. Toi, tu avais éteint ta caméra, donc il n'y a pas d'image? La caméra était éteinte. Je ne filmais pas, la caméra était éteinte, elle était le long de mon corps. Tu étais en train de discuter avec des amis gilets jaunes? Voilà, j'étais en train de parler avec des amis gilets jaunes. Des amis gilets jaunes Antifa que je connais depuis voilà. Donc, ok, et voilà. D'accord, donc là, les policiers te sortent de... Donc les policiers, et là, ils me disent que j'étais agressé par une vingtaine d'individus.
Donc, ils me demandent si je les connaissais. Je disais non. Et là, effectivement, après, ils ont appelé à la radio qu'un journaliste s'est fait lyncher par 20 antifas, 20 individus haineux, racistes, parce que je dis bien, ce sont bien des racistes. Pourquoi? Vous savez, depuis 2016, on me traite de Shintok fasciste, hein, donc c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, Bernanos a été condamné l'année dernière pour effectivement mon agression en 2016. Hein. Oui, parce que ça, c'est pas ta première agression. Non, Hein. c'est ma 6e agression par les antifas. 6e. Dans la première remonte en 2016 et ils ont été condamnés en 2022. 5 individus de la prison et du sursis. Voilà. Sur lesquels le Shintok fasciste, je vais te tuer. Voilà. Et ces gens-là ne sont pas violents apparemment, ils sont pacifistes. Je leur en veux pas, hein. Je leur pardonne, hein, je leur en veux pas. Simplement, ils sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gilets jaunes que je connais, qui sont antifas, sur lesquels, quand je suis avec eux en manifestation, me laissent travailler parce qu'ils connaissent la qualité de mon travail. Je suis reporter, je ne suis pas là pour dénoncer. Je suis là pour faire des images, pour montrer ce qui se passe, pour montrer la réalité. Beaucoup de gens se plaignent que les médias mainstream ne montrent pas la vérité. Les gens veulent la vérité. Moi, je montre la vérité et je me fais agresser parce que je montre la vérité. Donc, que veulent vraiment les manifestants, que veulent vraiment les Français? Dans cette manifestation pour les retraites, plutôt contre la réforme des retraites, comment se fait-il que tu en sois arrivé jusqu'à la place de la Nation? Moi, c'est la question que je me pose. Ils t'ont pas repéré avant? Alors, ils m'ont repéré. Alors, c'est ce qu'on m'a dit après. Ce qui s'est passé, c'est que dans une petite ruelle, où effectivement des individus commençaient à lancer des projectiles sur les forces de l'ordre, une personne habillée avec apparemment une doudoune qui était proche de Jérôme Ordaguez, qui m'a invectivé en m'appelant, en disant regardez, c'est le journaliste fasciste, il faut le dégager. Ils étaient toute une meute d'antifa, mais ils n'ont pas pu agir à ce moment-là parce qu'il y avait trop de policiers autour. Voilà. Donc c'était 1 heure ou 2 heures avant sur lequel ils m'avaient déjà repéré. Mais comme effectivement j'étais avec d'autres journalistes puis proche des forces de l'ordre, effectivement ils n'ont pas pu. C'est après Place de la Nation, quand je suis arrivé, il n'y avait plus aucun policier Place de la Nation. Ils étaient uniquement en périphérie de la Place de la Nation pour éviter que les cortèges puissent effectivement s'éparpiller un peu partout. Et cet individu qui m'a donné le premier coup de poing, eh bien une personne l'a reconnu parce qu'il avait le même blouson et il avait la même corpulence. Comment il l'a reconnu? C'est quelques jours après, il passait sur la télévision de la France Insoumise. C'est un garçon qui est blond aux yeux bleus. Et d'après les renseignements que la personne m'a donnés, il s'appelle Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qui est responsable des jeunes gardes Antifa. Donc c'est quoi cette jeune garde en fait? Parce qu'ils m'ont également menacé. Hein. À Lyon, il y a un type qui m'a dit avec la jeune garde on va t'attraper, etc. C'est qui en fait? Écoutez, je ne connais pas vraiment. Alors moi, je m'étais focalisé sur les Antifa que tout le monde connaît. Antifa Paris banlieue avec Bernanos. Voilà, Bernanos. Jeune garde, je l'ai appris effectivement lors de mon agression. Je suis allé jeter un œil et effectivement, ce sont des Antifa lycéens. D'accord. Des mineurs. Après, il peut y avoir quelques majeurs s'ils sont en retard au niveau scolaire, mais ce sont des lycéens. Voilà. Dont le leader, effectivement, est ce fameux Raphaël Arnaud. D'accord. Et donc, quand j'ai vu sa photo, eh bien, je me suis dit, mais je connais ce garçon. Quand j'ai dit je le connais, c'est que début janvier, lors de la manifestation sur les Kurdes, l'assassinat des 3 personnes qui avaient été assassinées pour le 10e anniversaire, ce garçon, Raphaël Arnaud, avait fait une allocution, avait été invité par la communauté kurde pour parler. Et vous pouvez retrouver sur la chaîne LDC News, c'était le 7 janvier, manifestation des Kurdes à Paris,
Oui, effectivement, ce garçon de la jeune garde, Raphaël Arnaud, en fin de compte, félicite la communauté kurde et il a un amour pour la communauté kurde parce que, en fin de compte, ils défendent leur identité. Hmm. Il a l'amour de la communauté kurde parce qu'ils défendent leur culture, Hmm. ils défendent leur religion. Et j'ai filmé ça. Mais en réfléchissant bien, on découvre qu'un antifa fait un discours d'identitaire. Il est identitaire pour les autres. Exactement. Il a la main sur le cœur pour les autres pays qui défendent leur identité, leur culture, leur pays, qui sont pour la nation, pour leur nation. Mais il combat les Français qui défendent leur culture, leur pays, leur identité. Ouais. Voilà. Et donc j'ai filmé ça, vous pouvez voir cette vidéo, elle est toujours en ligne. Et c'est lui qui t'a mis des coups de poing, c'est lui qui Voilà. t'a... C'est une personne qui était proche avec moi lors de la manifestation, qui l'a reconnu par sa tenue, il avait la même, et qui l'a reconnu après, comme j'ai dit, dans une émission de la France Insoumise. Bon, comme j'ai déposé ma première plainte pour agression, je suis effectivement reparti au commissariat de police pour déposer une seconde plainte, vu que j'avais l'identité de cette personne. Donc maintenant, c'est la police nationale qui va faire une enquête. Et j'attends le retour de l'enquête. Voilà. Quelles ont été les conséquences de cette agression pour toi, d'un point de vue physique et psychologique? Alors, psychologique, j'ai toujours une appréhension, j'ai toujours une peur. Vous voyez, je fais encore des cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Là, vous voyez, il y a encore 2 jours, même encore cette nuit, mais des cauchemars où, en fin de compte, c'est... Pour certains, il y en a qui vont rire, mais vous voyez, je me revois encore à genoux, en train de recevoir des coups. Mais le plus horrible, c'est que quand je me réveille, c'est que je m'aperçois que ma tête s'est décrochée de mon corps par un coup de pied. Vous imaginez? Rêver de voir se faire décapiter par un coup de pied, par des hommes habillés en noir. Donc je me réveille, en sursaut, pétrifié, je ne bouge pas. Pendant plusieurs minutes, je suis en sueur, je ne bouge pas. Je suis immobilisé, voilà, par peur. Après, lorsqu'on reprend ses esprits, on arrive effectivement à revivre. Mais c'est un cauchemar qui revient comme ça, un jour sur 2, sur lequel je vois ma mort. Donc voilà. Donc j'ai toujours cette peur de revenir en manifestation, mais bon, des amis m'ont dit, c'est comme quand on chute de cheval, si on ne remonte pas à cheval, on ne pourra plus jamais remonter à cheval. Donc je considère que pour vaincre cette peur, je dois retourner en manifestation et puis maîtriser cette peur. Un jour, je vais peut-être mourir en manifestation. Il y en a qui vont rire, puis il y en a qui ils seront outrés ou scandalisés, mais je serai mort en faisant mon métier. Montrer l'information, montrer la vérité. Sur le plan physique, tu as eu des hématomes, je crois que tu as mis une photo. Oui, alors sur le plan physique, j'ai eu pas mal de coupures au niveau de la joue droite, un œil avec un hématome sous l'œil, des entailles dans la bouche. Quand j'ai eu les premiers soins par un policier infirmier qui m'a apporté de la glace, j'avais mon sachet rempli de sang parce que je saignais de la bouche. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça s'est bien résorbé, mais j'ai gardé ça, je pense, 2 semaines. Les médecins t'ont dit quoi? Les urgentistes? Alors, d'après les radios, les hématomes sur le visage et puis la fracture des doigts à la main. Et de faire attention au niveau de si j'ai des nausées, si j'ai une perte de conscience. J'ai encore des vertiges. Il m'arrive souvent encore d'avoir d'avoir des vertiges sur lesquels je suis obligé de m'asseoir parce que sinon, je chute.
Donc, de ce côté-là, je fais très attention. Tu m'avais dit au téléphone que les urgentistes avaient demandé si on avait voulu te tuer ou... Oui, en fin de compte, voilà. Les, euh, Lorsque c'est aux urgences, quand le médecin a constaté que j'avais reçu que des coups à la tête, mais que je n'avais rien au niveau du corps, il m'a posé la question, est-ce que les gens voulaient te tuer? Est-ce qu'ils avaient l'intention de te tuer? Dans le noir, ils n'ont pas vu ils n'ont pas réagi que j'avais un casque. Mais je dis honnêtement, si je n'avais pas de casque, je pense que ils m'auraient tué. Ou je serais dans le coma. Léopold, je voudrais qu'on aille au fond du sujet, vraiment en toute transparence. Euh, S'ils t'agressent, ces antifas, c'est parce qu'ils pensent que tu es raciste. Et ils pensent que tu es raciste parce que quand on tape ton nom sur Google, on voit que tu as été candidat, il me semble, pour le Front National il y a plusieurs années de ça, une fois, il me semble, je sais pas. Qu'en est-il? Quel est le fond de l'affaire? Cette annonce n'est plus sur YouTube. Elle a été supprimée. C'est-à-dire? Eh ben, tu regardes sur Google, tu tapes, n'apparaît plus. D'accord. Mais ça fait partie de ton passé? Mais, Oui, c'était en 2011, je crois. ouais, Mais à la demande de mon agression, parce qu'en fin de compte, cet article est une incitation à la haine. Les gens, suite à cet article, disaient, regardez, c'est un fasciste, c'est un Shintok fasciste. ouais, Donc c'est une incitation à la haine. Donc pour éviter que ça recommence, cet article a été supprimé. d'accord. Voilà. Mais c'était effectivement en 2011, voilà. Et effectivement, Pour eux, c'est absolument intolérable exactement. que tu aies pu être à un moment donné candidat pour... Voilà. Et je l'étais parce que je voulais défendre des retraités. c'est-à-dire? Eh bien, comme je l'avais raconté la dernière vidéo sur notre rencontre, j'avais effectivement pour voisin une dame, euh, un couple de retraités, et cette femme un jour était revenue en pleurs et je lui demandais ce qui lui arrivait. Et elle me disait que son mari est malade, elle aussi, ils ont une petite retraite, et que à la pharmacie, au moment de présenter effectivement l'ordonnance, on lui donnait des génériques et les médicaments qui n'étaient pas remboursés, elle devait les payer. Et à côté, il y avait une femme de couleur avec ses enfants, qui elle bénéficiait de la CMU et qui avait en fin de compte les médicaments gratuits. Et cette pauvre femme me disait, j'ai travaillé toute ma vie. Elle a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Toute sa vie, elle a travaillé pour à la fin avoir une maigre retraite et de devoir payer. Elle n'avait pas de mutuelle, je pense, et de devoir payer les médicaments. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces personnes qui sont à la retraite et qui ont un faible revenu. Et qui sont oubliés finalement Et par... qui sont complètement oubliés. Hmm. Et ce sont ces idées-là que les jeunes gardes ou certains antifas, je dis certains parce que je connais des antifas qui me connaissent, comme j'ai dit, et qui savent qui je suis. Pour ça, ils considèrent que c'est fasciste ou raciste de défendre des retraités qui ont un faible revenu sur lesquels ils sont obligés de payer des médicaments. Voilà. C'est exactement comme ce fameux responsable des jeunes gardes qui effectivement euh, préfère des non-français, si on peut dire, qui défendent leur identité, qui défendent leur culture, mais pas les Français. Pour moi, si je dis que je défends ma culture, qui est la culture française, qui défend mon identité, vous voyez, j'ai une tête d'asiatique, mais j'ai quand même, je vis en France, je suis né en France, donc je dis défends mon identité, celle que j'ai sur mes papiers, d'identité française. Pour les antifas, pour une certaine catégorie d'antifas et pour la jeune garde, je suis un fasciste et un raciste.
Ce qui veut dire que tous ceux qui aiment la France sont des racistes et des fascistes. Au cœur du fascisme et du racisme, il y a la haine. Oui. Est-ce que toi, tu ressens de la haine envers quelqu'un en particulier, un groupe de personnes? Non. On a tous le... Vous savez, quand on coupe les veines, on a tous le sang est rouge. Hein. Donc moi, j'ai aucune haine envers personne. Si, peut-être, excusez-moi, si, peut-être envers les terroristes islamistes. Vous savez, le Bataclan. Hmm. Les antifas les aiment, c'est très bien. Moi, je ne peux pas cautionner le terrorisme islamique. Si eux, oui, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais si effectivement, le fait de ne pas aimer les terroristes, c'est du fascisme et du racisme, dans ces cas-là, tous les soldats français qui sont morts au Mali ou qui sont morts en OPEX, ce sont tous des fascistes et des racistes. Parce qu'ils défendent les intérêts de la France. Les policiers qui ont tué Coulibaly, qui ont tué effectivement lors des attentats de l'hypercachère, ce sont aussi des fascistes et des racistes. Quand on entend effectivement un député de la France Insoumise qui dit que les policiers tuent, mais ceux qui ont tué les terroristes islamistes, qu'est-ce que les gens préfèrent? Se faire tuer ou qu'on arrête le terrorisme? Ça, ce sont des idées fascistes et racistes pour certains antifas et surtout pour la jeune garde. Des lycéens. Des lycéens qui, effectivement, qui n'ont même pas encore commencé à travailler et qui descendent dans la rue parce qu'ils pensent à la retraite. J'ai posé la question un jour à un lycéen. Moi, je commencerai à me soucier en tant que lycéen à savoir si je vais travailler, si j'aurai un travail, si j'aurai un salaire. Ils n'ont pas commencé à travailler, qu'ils pensent déjà à la retraite. Est-ce que tu penses que ta plainte va aboutir? Peut-être. Vous savez, tu sais, je veux dire, mon agression de 2016, elle a abouti en 2022. Et j'ai d'autres agressions, celle de 2019, je pense peut-être en 2030, elle va aboutir à quelque chose, mais bon, l'enquête est longue, il faut que les policiers puissent réunir des preuves et autres, donc voilà, je fais confiance aux policiers, je ne fais pas confiance à la justice. Ah oui? Oui. Pourtant, elle t'a plutôt donné raison là sur les différentes agressions. Enfin, celle concernant Bernanos. Ils ont été condamnés à entre 5 et 10 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire, ils vont pas faire un jour de prison. Non. Et sur le document que j'ai reçu, il est condamné avec récidive. Récidive. C'était avec un pied de biche, lui? Ah, c'est pas lui, c'était en 2016. Le pied D'accord. de biche, c'est en 2019. Mais Bernanos, en 2019, m'avait pris la tête avec ses deux mains. Et il avait son visage à 10 cm de mon regard et il me disait, le Shintok fasciste, je vais te tuer. Quand vous avez un regard haineux qui vous dit, je vais te tuer, ce regard, on s'en souvient. Je l'ai dit au juge. Je l'ai dit à son avocat, Ouais. Maître Alimi. Je vous regarde dans les yeux, je veux dire, je vais vous tuer. On a l'intention vraiment de tuer. Ce regard, on ne peut pas l'oublier. C'est comme ça que je l'ai reconnu quelques mois plus tard, effectivement, quand sa photo, effectivement, a été passée sur les réseaux sociaux. Mais il y avait des témoins de ça Oui, il y avait un autre journaliste pour un média qui était à ce moment-là, il a fait une interview et au moment de mon agression, donc une fois que j'avais reçu les coups, parce que quand j'ai reçu les coups, donc il faisait son interview, il parlait avec une personne, il a détourné sa caméra pour voir effectivement que les antifas à cette époque étaient autour de moi, qu'ils avaient, oui, il y en a un qui a été condamné aussi, alors pour vol de matériel, parce que à l'époque ma caméra avait été volée par ces antifas et le vol a été reconnu. Donc voilà, donc là je suis en partie civile et j'attends effectivement d'avoir des dommages et intérêts. Donc la procédure est encore longue. Mais voilà. Ah, c'est des années, quoi. 6 ans pour... Ouais, ouais. Et
Donc voilà, donc je dis, je ne crois pas à la justice. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsqu'une personne qui a un casier judiciaire comme Antonin Bernanos et qui est long comme le bras et simplement condamné à 10 mois de prison avec sursis, alors que j'avais, je crois, plus de 8 jours, je dois avoir 20 jours d'ITT. Et c'est le même qui avait agressé un policier qui est de Valmy. C'est le même qui avait agressé des catholiques lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui étaient en train de prier et qui les avait agressés. Bon. Donc la justice, moi je pense que si je fais un délit, j'aurais pas de sursis, hein, je serais condamné. Hein. C'est pas lui qui avait envoyé un cocktail Molotov dans une voiture de policier Voilà, c'est lui. Ah oui, oui, carrément, Voilà, d'accord. oui. C'est la fameuse vidéo qui avait fait le tour où il y avait, il portait des coups sur un policier noir. Voilà, je m'en Ah, souviens, c'était un policier de couleur et il lui portait des coups. Ah oui. Donc, bon, après, il n'est pas raciste hein, pour porter des coups sur un policier noir. Donc, vu qu'il agresse un asiatique après, donc, et ce sont des individus qui ne sont pas racistes. Hein. Ils sont racistes uniquement envers les Français. Mais il me semble que Bernanos a fait de la prison. Il a fait la prison pour ça. Il a été condamné à 5 ans de prison. Donc, je crois il a 2 ans, ou, je ne vais pas dire de bêtises, 5 ans de prison, mais il a fait du sursis. Je crois qu'il avait 3 ans de sursis. Il a fait 2 ans de prison. Et après, il était sous bracelet électronique et il était assigné à résidence sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, même après, après mon agression, excuse-moi, il était sous contrôle judiciaire. Et si mes souvenirs sont bons, il était chez ses parents dans une super résidence en Vendée. Oui, parce que c'est le petit-fils Voilà, c'est le petit-fils de Georges Bernanos, donc grande famille bourgeoise, dont le grand-père, que tout le monde connaît, parti en Espagne, dont son frère était franquiste. J'ai retrouvé une émission sur Arte où le frère de Bernanos combattait du côté de Franco. Et donc voilà, donc c'est une grande famille dont les ancêtres sont fascistes, si l'on peut dire, franquistes. Et le petit-fils combat ce que son grand-père était. Chez moi, il n'y a pas de fasciste chez moi. T'as aucune accointance avec le régime de Benito Mussolini? Non. Non, c'est un socialiste. Je vais décevoir plus d'un, je ne suis pas socialiste. Benito Mussolini est un élu du Parti socialiste, un grand homme politique. Bon, après, effectivement, il a peut-être un petit peu dévié. Mais chose qui est amusante, c'est que pour la jeune garde, si on regarde bien, en octobre, je ne sais plus la date exacte, mais la marche pour Rome, les fascistes de Mussolini étaient habillés tout en noir, les chemises noires. Donc ils avaient des pantalons noirs, des chemises noires, des bonnets noirs, si l'on peut dire. Quand on va dans les manifestations aujourd'hui, les Black Blocs, les Antifa, ils sont habillés tout en noir. On leur mettrait effectivement, le petit faisceau de Mussolini, et puis on a les fascistes de Mussolini parce qu'ils sont habillés tout en noir. Puis ils font le coup de poing, ils agressent des gens tout Voilà, seuls, voilà. à 20 contre 1. Ouais, voilà. C'est ce que faisaient les jeunesses hitlériennes dans les années 30. Oui, contre les communistes, c'est vrai. Les jeunesses hitlériennes étaient très très violentes. Les jeunesses hitlériennes agressaient tous les gens. Ils étaient habillés comme à la FNSS en noir, mais ils agressaient tous les communistes, tous les gens, les homosexuels. Ils agressaient toutes les personnes, qui C'était n'avaient plutôt pas les mêmes idées. les SA, ouais, les SA qui étaient des brutes, ouais, bien sûr. Même les jeunesses, les GCF le faisaient. Bon, mais donc voilà. Et si l'on regarde bien, alors ça après c'est une petite anecdote, mais si on regarde bien le drapeau Antifa, je le vois souvent dans les manifestations dans Paris, c'est un drapeau rouge avec un cercle blanc, et à l'intérieur vous avez effectivement le logo d'Antifa
qui est de couleur noire et rouge. C'est Noir et rouge. deux drapeaux, noir et rouge, il me semble. Voilà, voilà. Donc les couleurs des antifas sur ce drapeau, c'est rouge, blanc et noir. Si vous revenez en arrière, vous regardez le drapeau national-socialiste, c'est un drapeau rouge avec un cercle blanc et un pictogramme noir. Ça ressemble étrangement au drapeau national-socialiste. Après, on pourrait te répondre, Léopold, que c'est pour des raisons marketing, en fait, que Hitler a choisi ces couleurs. Parce que ça fonctionne bien d'un point de vue graphique. Oui, mais les antifas, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Alors pourquoi prendre les mêmes couleurs que le Parti national-socialiste? Ouais. C'est vrai que c'est gênant. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, effectivement, c'est un côté marketing. Le chancelier allemand, qui a été élu en 1932 en Allemagne, effectivement, a choisi effectivement ces couleurs-là pour que les gens puissent s'en souvenir. Mais les antifas, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 2000 aux États-Unis. Mais pourquoi avoir choisi effectivement ces trois couleurs? Et pourquoi choisir un drapeau? On le voit aux États-Unis, j'ai filmé aux États-Unis. Pourquoi effectivement choisir ce drapeau rouge avec un cercle blanc et à l'intérieur un drapeau noir et un drapeau rouge? Choisir les mêmes couleurs. Et en plus, s'ils réagissent comme les jeunesses équiriennes ou les jeunesses nationales-socialistes à sortir tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, les gens ne pensent pas, ils n'ont pas fait le parallèle. Donc ça m'avait un petit peu surpris. Donc bon, après voilà. Comme je dis, attention, les antifas ne sont pas tous comme ça. J'en connais. Et que ça valent la valeur, le travail que je fais. Et ces gens-là, je les salue parce que grâce à eux, ces antifas gilets jaunes, je peux travailler. Et je vous dis honnêtement, on se serre la main, on se dit bonjour. Il y a même des anarchistes que je croise dans les manifs des gilets jaunes et sur lesquels je discute avec eux et il n'y a aucun problème. Parce qu'ils ont intégré mon travail de reporter, de journaliste, sur lequel je monte l'information. Tu es retourné après en manifestation suite à cette agression? Alors je suis retourné, je crois, la deuxième manifestation sur les retraites. J'avais pris 2 gardes du corps avec moi. Mais à cause de ma main, je ne me suis pas mis au cœur de l'action. J'ai filmé avec un peu de retrait. Ça a été pour moi quelque chose de très éprouvant parce que moi qui aime bien être au cœur de l'action, être vraiment au plus près de l'action pour pouvoir filmer, j'ai été obligé d'être vraiment en retrait. Alors, il y en a qui ont trouvé ce reportage très très bien, mais pour moi, c'est pas ce que je souhaitais avoir. Je voulais être vraiment être voilà, au cœur pour montrer aux gens. Il est difficile, moi je connais très bien cette sensation que tu as ressentie. Il est difficile pour ceux qui ne font pas de reportage en milieu hostile comme ça, de se rendre compte, de mesurer à quel point il y a une tension énorme sur les épaules quand on sait qu'à tout moment, à chaque seconde, on peut se prendre un coup par derrière. Et ça rend le travail extrêmement compliqué. J'en ai même déduit qu'il est plus dangereux de travailler, de filmer des manifestations à Paris qu'à l'étranger. J'ai fait des manifs aux États-Unis. Bon, après, les antifas aux États-Unis ne me connaissent pas, mais j'ai fait le Liban. J'ai fait des manifestations où l'armée libanaise tirait avec un fusil M16 sur les manifestants. Le danger venait devant. Donc, avec un gilet pare-balles, avec un casque, avec la caméra, le danger vient de devant. Les manifestations qui sont autour de nous se protègent et même à la limite, quand ils voient que tu es un journaliste, ils font tout pour effectivement te disent attention, ils vont tirer autre. À Paris, c'est pas la même chose. À Paris, bien sûr, il y a toujours le danger qui est devant parce qu'il y a les forces de l'ordre avec les LBD qui peuvent vous blesser. J'ai reçu lors des manifestations de Gilets jaunes 3 fois, je crois, la LBD, donc 2 dans le dos et une devant, mais mon gilet m'avait protégé. Mais le danger vient aussi des manifestants, donc les Black Blocs, les Antifas ou les Jeunes Gardes, qui eux, dès qu'ils voient quelqu'un avec un appareil photo ou avec une caméra, les agressent. Donc on ne peut pas avoir les yeux derrière la tête. Et je ne suis pas le seul.
Et j'ai plein de confrères journalistes qui me disent ils font des photos, ils sont menacés ou ils se font taper dessus parce que ils ont fait des photos et qu'ils ne veulent pas que les journalistes prennent des photos ou filment. Donc c'est plus difficile de travailler à Paris qu'à l'étranger. Alors moi, bien sûr, je suis beaucoup plus ciblé. Donc j'en suis à ma 6e agression, comme je l'ai dit, et que c'est quand même des coups violents. Mais donc voilà. Ah, t'as 59 ans? 59 ans. Je vais avoir 59 ans cette année. Je suis grand-père. J'ai 2 petits-enfants. Donc un petit garçon et une petite fille. Donc un petit garçon de 5 ans cette année, qui a eu 5 ans l'année dernière plutôt, et une petite fille. Voilà. Donc les jeunes gardes agressent un papy de 59 ans, et ça n'a pas l'air de les déranger. Alors bien sûr, peut-être ça se voit pas sur mon visage que je suis grand-père et que je vais avoir 59 ans. Il y en a qui pensent que j'ai 39 ans, 40 ans, maximum 45. 20 jeunes entre 15 et 20 ans qui t'y frappent. Après 15-20 ans, ouais, je dirais allez, 16, 17. En moyenne, ouais. Ouais, oui. 15 ans, je sais pas, mais au moins 16, 17 ans, mais c'est des lycéens. Jeunes gardes, c'est des lycéens. Donc 20 jeunes, ouais, 20 jeunes contre toi qui a 59 ans au sol, mais ils ont aucune morale en fait. Ces gens qui au contraire se prévalent de la morale et du bien n'ont aucune morale dans les faits. Moi qui suis censé être un mec d'extrême droite, un fasciste, un méchant, un fils d'Hitler, jamais je ferai ça. Jamais de ma vie. Je porterai même pas un coup à un contre un type même qui m'insulte. Bah, je suis comme toi. Et ces gens-là n'ont aucune morale. Je pense que c'est une... Ils sont abjects. Je me permets d'utiliser ce mot fort, mais c'est de l'abjection. Je pense que c'est une forme d'éducation. Ils n'ont pas d'éducation. Moi, j'ai reçu une éducation sur laquelle le respect des institutions, le respect de l'uniforme. Quand je dis l'uniforme, c'est l'uniforme de la police. Le respect de l'uniforme des pompiers. Non, mais le respect des gens, en fait. Le respect aussi des gens. Quelles que soient leurs idées. Voilà. Moi, c'est ça qu'on m'a appris. Ouais, aussi. Quelqu'un peut penser le contraire de toi, c'est pas pour ça que tu vas le taper, quoi. Exactement. Enfin, ouais. C'est le respect de la personne en face de soi en tant qu'humain. Ouais. Tu vois, à la limite, c'est le contraire de l'humanisme, eux. Exactement. C'est parce que tu ne penses pas comme eux, alors tu n'es plus un être humain, tu es un objet qu'on peut taper comme un ballon de foot. Ouais. Mais ça, c'est la définition même du fascisme ou de l'idéologie totalitaire. Exactement. Ils le sont, mais ils sont tellement aveuglés que ils sont... Voilà. Pour eux, c'est le bien. D'être totalitaire, de faire les mêmes besognes que faisaient les fascistes à l'époque, pour eux, c'est pour la bonne cause. Voilà. Et comme je disais, cette jeune fille qui m'avait traité de raciste, je lui ai dit, mais tu as des preuves, est-ce que tu m'as vu insulter quelqu'un et autres? Demander aux gilets jaunes. Je côtoie tout le monde. Je suis souriant. Tous les jeunes qui me connaissent pourront le dire. Donc si j'étais vraiment raciste, fasciste, je ne ferais pas l'accolade à des gilets jaunes qui sont issus de tout milieu. Tout le monde sait que les gilets jaunes, il y a aussi bien des gens de droite que de gauche. Il y a des Noirs, des Maghrébins, il y a tout. Et tout ce petit monde voilà, converge toujours. Voilà. Et le problème, c'est que finalement, c'est comment on pourrait les appeler, ces sections d'assaut des mouvements qui c'est section d'assaut. Section d'assaut des mouvements contestataires français. Donc ces sortes de SA d'un nouveau genre. En fait, ils font du mal aux mouvements sociaux. Complètement. Parce que les gens normaux ne peuvent pas cautionner ce genre d'action complètement débile de lyncher un journaliste, de balancer de la caillasse sur n'importe qui. Ils ne peuvent pas cautionner ça, les gens normaux. Forcément, ça les détache. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, en fait. Ah oui. Je me permets de... Une chose qu'il faut savoir, c'est que ces individus s'incrustent à toutes les manifestations quand il y a énormément de monde. Ça arrange le gouvernement. Je le dis bien, ça arrange le gouvernement. Que ça soit sous Hollande, Macron, Sarkozy, ça arrange le gouvernement. On l'a bien vu lors des manifestations des Gilets jaunes, où au départ c'était beaucoup de patriotes,
Et au bout de la troisième week-end, donc le 1er décembre, quand ils ont commencé effectivement à reprendre la manif des Gilets jaunes, ils ont tout saccagé sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a laissé faire. Je dis bien le gouvernement a laissé faire. On pourrait dire qu'ils ont été surpris par la violence du truc aussi. J'y étais, moi, sur les champs le 1er décembre. Alors, moi, je m'en souviens que le soir, à la tombée de la nuit, j'étais entre l'avenue de la Grande Armée et je crois l'avenue Foch. J'ai croisé un commandant de police qui tenait sa radio et ça avait commencé déjà depuis un certain temps à bien dégénérer parce que la banlieue était montée de l'avenue Grande Armée et les Black Blocs Antifa étaient venus de l'avenue avenue Marceau, je crois, voilà, avenue Marceau. Et j'arrive, il me regarde et il me dit bonjour, ta caméra est coupée. Ce commandant, je le connaissais déjà à l'époque sous François Mitterrand. Il était lieutenant, il est passé capitaine quand je l'ai connu sous Hollande, et il est passé commandant quand Macron est arrivé. Donc vous voyez, on voit effectivement l'évolution des policiers. Et moi, quand je suis sur le terrain, de voir effectivement, c'est toujours les mêmes policiers qui sont sur le terrain à Paris. Et il me dit, ta caméra est coupée. Je dis oui, pourquoi ça va déborder. Il fait oui, ça fait 1 heure que j'appelle la PEPO pour leur dire que ça va dégénérer, que ça va péter, quelles sont les instructions, qu'est-ce que je dois faire. Silence radio. Il me dit, qu'est-ce que tu en déduis? Je dis, ils veulent que ça dégénère. Voilà. Donc c'est évolué. On le voit d'ailleurs, manifestation sur les retraites. Les Black Blocs et les Antifa, on les voit arriver, c'est facile de les reconnaître, et ils s'habillent tout en noir. Cagoulés, on ne voit que les yeux. On attend qu'ils s'infiltrent, qui font des exactions, c'est-à-dire qui brûlent le mobilier urbain, et après on intervient. La question, je pose effectivement au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, c'est que lors des manifestations sur les Kurdes, il y avait des identitaires qui étaient dans un café, ils les ont arrêtés avant qu'ils arrivent à la manifestation kurde. Donc pour des identitaires, on le fait avant. Pour les antifas, on les arrête après. Donc moi, je pose... Après, je dis honnêtement, les gens font des actions. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi pour certains individus, on les arrête avant qu'ils fassent le mal et les autres après le mal. C'est la question que je poserai à M. Darmanin si je le rencontre. C'est une bonne question. Moi, j'ai parlé avec des policiers, plusieurs policiers. Je leur ai posé cette question. Pourquoi on a l'impression qu'on laisse faire les Black Blocs? Et en fait, ils m'ont, puisque c'est plusieurs témoignages, ils m'ont répondu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que de les arrêter au sein d'une manifestation. On ne peut pas les arrêter au sein. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Je le vois aussi. Il y a des policiers qui sont habillés comme les Black Blocs et qui, de temps en temps, s'ils peuvent attraper un individu, ils l'attrapent. Mais quand ils sont 2-3 au milieu des Black Blocs, c'est se faire agresser par 50 individus et 2. Donc ils ne peuvent pas. Il y a aussi, moi j'en ai parlé aussi avec des policiers, il y a la seconde solution, c'est que souvent ils repèrent les individus qui lancent des pierres avec les caméras de surveillance. Et à la fin de la manifestation, quand ils ont repéré l'individu qui est tout seul, eh bien ils l'interpellent. C'est pour ça que souvent, en fin de manifestation ou quand c'est calme, on voit effectivement la CI cibler un individu, l'interpeller. Et les gens disent, mais il n'a rien fait, il n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait à ce moment-là. Mais qui dit que les policiers l'avaient repéré depuis 1 heure et qu'ils attendaient le bon moment pour l'arrêter. Les gens ne se sont jamais posé cette question. Donc, voilà, donc c'est assez difficile effectivement d'interpeller un individu au moment où il fait son action. Mais je reviens sur une manifestation que j'avais couverte, c'était une manifestation de Philippot, il y a 1 an. Et cette manifestation partait de la Porte Dauphine. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là.
et des antifas étaient venus à cette manifestation. Ça a duré quelques minutes. Ils sont sortis de l'ombre et se sont mis en tête de cortège à la manifestation de Florent Philippot et ils ont commencé effectivement à prendre le dessus. Sauf que M. Philippot, des Patriotes, a sa propre Service d'ordre, ouais. service d'ordre. Et ils se sont fait molester par le service d'ordre des Patriotes de M. Philippot. Mais si on regarde bien le service d'ordre, c'est que des Blacks, des Maghrébins. Costaud, hein? Les antifas n'ont jamais pu dire qu'ils se sont fait dégager d'un manif Philippot par des fascistes. Parce que c'était des Blacks et des Maghrébins. Mm. Donc là, ça leur a coupé l'herbe sous les pieds. Ça aurait été des blonds aux yeux bleus du service d'ordre. Ils auraient pu dire effectivement, voilà, donc on s'est fait dégager par des fascistes, des patriotes. Ouais. Là, dans les manifs de Florent Philippot, et quand on regarde, quand on les voit bien, Mais c'est toujours leur même stratégie de mettre le zbeul. Ils appellent ça mettre le zbeul. On va mettre le zbeul. Ah, je savais pas. Et ils font ça pour les conférences, pour des conférenciers qui leur plient pas, pour toutes sortes de choses. Dans les universités aussi, ils font ça. Quand il y a un intervenant un peu trop à droite, un peu trop royaliste. De toute façon, tout le monde pour eux est fasciste, à part eux. Ouais. Tout le monde, dès qu'on n'est pas avec eux, on est fasciste en fait. C'est Staline qui disait tout ce qui n'est pas communiste est fasciste. Ah, je sais pas. Si, je crois. C'était juste après la Seconde Guerre, il disait ça, là, c'était au moment de la guerre froide, je sais plus, mais j'ai lu ça, il disait Staline, tout ce qui n'est pas communiste est fasciste. En tout cas, ils ont une grande défiance à l'égard du peuple dans son entièreté, puisque pour eux, le peuple a élu Hitler au pouvoir. Donc, ce ne sont même pas des démocrates en réalité. Ils ne sont même pas pour la démocratie, puisque pour eux, tout le monde est suspect. Il y a un fasciste en chacun de nous. Ouais. Il y a que eux qui ont cette pureté, parce que finalement, c'est ça revient à une question de pureté idéologique. Eux sont purs. Les autres sont impurs. C'est la définition du racisme. Ils ne veulent aussi que des journalistes ou des reporters qui ne sont comme eux. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, qui ont soit les mêmes couleurs politiques. Après, moi, je respecte, hein, mais pour moi, ce n'est pas la démocratie. Oui, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Le truc, c'est qu'ils agressent les gens, quoi. Moi, je m'en fous qu'ils croient en un truc ou en un autre. S'ils ont envie de croire que je suis d'extrême droite, ils le croient, j'en ai rien à foutre. Ça ne change rien pour moi. Le problème, c'est qu'ils agressent. Moi, je te dis, toi, tu as le courage d'aller là-bas, dans ces manifestations des retraites. Moi, franchement, j'y vais pas. Parce que je sais que je vais me faire tuer. Ils vont me tuer. Mais je sais que un jour, ils vont me tuer. Mais est-ce que ça fait réagir le gouvernement? Que dalle. Si un jour il te tue, je vais te dire un truc, si un jour il te tue, Léopold, tu seras mort pour rien. Pour rien. Tu vois, c'est ma 6e agression. Il n'y a que toi qui m'as invité à parler pour effectivement développer mon agression. Pas un média mainstream. Bien sûr. Pas un média mainstream. Silence radio. Lors de ma dernière agression, il y avait effectivement sur CNews, comment il s'appelle, le jeune. Oui. A fait parler, c'est quelqu'un qui m'a dit, le soir même m'avait dit qu'un journaliste indépendant s'était fait agresser par les antifas. Bon, il n'a pas cité mon, c'est pas bien grave. Mais il avait parlé de mon agression. Mais toutes les autres chaînes, pourtant j'ai envoyé des photos de mon agression. Toutes les autres chaînes, Cyril Hanouna, France 2, M6, rien. Par contre, à l'inverse, si j'avais été agressé par des identitaires d'extrême droite, je pense qu'en tant que journaliste asiatique, j'aurais fait la une des journaux en disant, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une complaisance des médias mainstream? Se dire, il se fait agresser par l'extrême gauche, ben ouais, on laisse tomber. Mais si c'est l'extrême droite, il faut en parler. Après, une agression est une agression. Il y a la bonne agression et la mauvaise agression. Voilà. Tu vois, tu te fais agresser, tu te fais frapper, mais c'est pour le bien. Et puis il y a la mauvaise agression, c'est tu te fais frapper, tu te fais agresser, mais c'est pour le mal. Ouais. Ouais. Non, mais en plus, je sais que les reporters comme BFM ou autres, ils n'osent plus se promener avec leur bonnette
Ouais. BFM et autres, parce qu'ils se font aussi agresser. Ouais, ils se font molester, ouais. Ils se font molester. Bon, après, ils ont des gardes du corps, ils ont les moyens d'avoir des gardes du corps. Ouais, Moi, effectivement. je connais un reporter qui, je dirais pas son nom, mais tout le monde le connaît. Il fait des lives pour BFM. Et j'ai le souvenir qu'un jour, Manu des Gilets jaunes autres, il cherchait, même les antifas cherchaient le reporter qui faisait un live pour BFM. Et lui, il était tranquillement avec son sac à dos, il faisait un live. Et ça m'avait amusé parce qu'en fin de compte, il faisait une pige pour BFM. Mais voilà. Mais il n'en voit plus effectivement de reporters sur le terrain parce qu'ils se font aussi, eux, molester. Ils se font molester, ils se font pas lyncher comme on peut l'être, toi Non. et moi. Ils se font molester, ils se font bousculer, mais c'est jamais allé, du moins de ce que j'ai vu, jusqu'au lynchage. Comme nous, à terre, au sol, Ouais. à se faire voler notre matos et aller aux urgences. Ce qui m'est arrivé aussi, hein. Ouais, je sais. C'est d'ailleurs un des trucs que je leur disais, je dis, mais c'est bizarre parce que vous m'agressez, vous me lynchez, je suis obligé de courir. Mais c'est rare que vous le faisiez avec les médias, les grands médias, quoi. Ouais. C'est très rare. Ce dont je me félicite, hein, ils ont pas, enfin, je me féliciterai jamais qu'un grand média se fasse molester Moi non plus. ou agresser, pas du tout. Mais je remarque qu'il y a quand même un deux poids deux mesures, quoi. Dès qu'on est indépendant, pour eux, on est beaucoup plus suspect que quand on est un grand média. Ouais. Mais bon, après, j'ai toujours le soutien de pas mal de beaucoup de gens plutôt qui effectivement connaissent la qualité de mon travail et, euh, et c'est ce qui fait ma force. Plusieurs fois, j'ai voulu effectivement abandonner, tourner la page et autres, mais je me dis, les gens ont besoin de médias indépendants. On touche aucune subvention de l'État. Moi, je ne touche aucune subvention de l'État. Le nombre de gardes à vue que j'ai pu faire parce qu'on me demandait que mes images dérangeaient et qu'on m'a dit il faut que vous supprimez les images sur YouTube parce que vos images dérangent et qu'il y a une plainte qui a été faite. Et je réponds aux policiers, mais de quel droit vous me demandez de supprimer tant qu'il n'y a pas une décision de justice. Une décision de justice ou une condamnation sur lesquelles vous êtes condamné à supprimer. Voilà. Le nombre de vidéos on m'a demandé de supprimer. Entre autres, je vois une petite parenthèse, les images sur le camion rose. Carole, la sodomie en marche. Alors YouTube a supprimé les reportages parce que des gens ont porté plainte et que soi-disant c'est une atteinte et autres. Mais j'étais convoqué à la police nationale et ils m'ont cuisiné pendant toute une après-midi. Sur des images sur lesquelles on voyait le camion rose. Ces images, alors ça s'appelle le camion rose, mais c'était la sodomie en marche. Ouais. Et c'était en fin de compte une caricature sur laquelle on voyait, si je me souviens bien, il y avait Biden derrière et on voit Macron en train de sodomiser l'ancien préfet, M. Lallemand, à Ide-Mouton. Et elle m'avait contacté effectivement là récemment pour filmer la sortie de la fourrière de son camion qui était resté, je crois, 15 mois, c'est ça, 15 mois en fourrière. Et j'étais surpris d'être le seul média indépendant à être présent. Et j'ai découvert qu'elle avait appelé plusieurs médias et personne n'avait répondu présent. Bon, après, ça peut arriver qu'on ne soit pas, qu'on soit pas présent, mais elle m'avait proposé effectivement 2 rendez-vous. Le premier, j'ai pas pu y aller. Et le deuxième, je lui ai dit, écoute, je serai présent. Et donc j'ai pu filmer la sortie du camion. Et voilà, donc je montre une vérité qui plaît ou qui ne plaît pas, je montre. Moi, je crois que je crois pas qu'elle m'a contacté. Je suis pas sûr. Mais je pense pas qu'elle te connaît là. Ouais, je poserai la question. Moi, je l'ai vue en manifestation avec son camion, mais je crois pas qu'elle me connaisse. Ouais, je sais pas. Je poserai la question, mais elle m'avait dit le nom de d'autres médias, mais elle m'a pas cité ton nom. D'accord. Et je poserai si elle te connaît, mais je pense pas. Parce qu'effectivement, elle est très très gilet jaune et elle connaît plus les reporters qui sont sur le terrain. C'est vrai que moi dernièrement, j'ai fait moins de. J'ai eu 2 filles, hein, donc ça calme hein, quand t'as des enfants. Et ils sont petits. Ouais. T'as des enfants. Mais ils sont grands maintenant. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'était ma question. Ils te disent quoi, tes enfants, de tout ça? Parce qu'ils voient quand même leur père se faire agresser à plusieurs reprises.
et prendre des risques, etc. Ouais, je leur pose pas la question. Ils sont au courant, je pense, mais je leur pose pas la question. La dernière agression en 2019, mon dernier était très très jeune, il a eu des menaces, il a été bousculé, et il était encore au lycée, et on a été obligé de le changer d'école et de le faire changer de nom. Ah oui, Oui, je l'avais dit, la dernière vidéo. je me souviens plus de ça, Si, de ce si. détail. C'est fou ça. Donc il a été obligé de changer de nom et donc il a pris le nom de sa mère et on avait porté plainte, c'était à la demande de son école et parce qu'effectivement les gens avaient dit, l'avaient reconnu en disant regardez il porte le même nom, ça doit être le fils du Shintok fasciste et j'ai dit qu'ils peuvent s'en prendre à moi s'ils sont pas contents, mais on s'en prend pas à la famille, hein. C'est faire une pression. Il s'en prend à mon fils pour que j'arrête de travailler. C'est quand même aberrant de voir ça. Moi, ça ne m'aidera pas l'idée de m'en prendre, je ne sais pas moi, au fils, à la fille de M. Mélenchon ou au neveu, pour qu'il arrête de faire la politique, hein. C'est lamentable, c'est d'une bassesse, hein. C'est pas mon ADN, c'est pas ma culture, mais voilà. Donc voilà, donc pour préserver mon fils, on a été obligé effectivement avec mon ex-femme de faire quelque chose pour qu'il soit en sécurité. Voilà, donc mes enfants sont au courant de mes agressions, mais je ne veux pas trop leur en parler, voilà. Même mes parents aussi sont pas agresseurs, je les protège. Mes parents ont plus de 90 ans et je les protège. Même s'ils sont au courant du danger de mon travail, mais au niveau de mes agressions, je les protège. Pour pas qu'ils aient effectivement en plus des soucis de souffrance et autres. Donc voilà. Et tu vas continuer. Et je vais continuer. Même si je dois mourir sur le terrain, je continuerai. Léopold, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.